Et tout de suite, à un nombre assez fou, 330 000 personnes en moyenne sont chaque année prises en charge pour des troubles dépressifs en France. Dans notre région, le taux est supérieur de 20% selon le dernier bulletin de veille sanitaire. Alors, les Bretons, champions de dépression, comment agir pour mieux vivre avec moins d'angoisse? Nous en parlons tout de suite avec Bernard Sansfelder. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue et hypnothérapeute dans le Finistère. Vous avez publié ce livre, Vaincre peur et culpabilité, grâce à l'hypnose et aux neurosciences. Alors, tout d'abord, Bernard, une question sur ces chiffres impressionnants, ce nombre impressionnant de la dépression en France et en Bretagne. Est-ce que vous avez senti, vous, dans le cadre de votre travail, une augmentation des dépressions ces dernières années? Oui. Ça va vraiment croissant. Oui, ça va croissant. Il y a un mal-être, il y a une tension globale qui est là. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont mal. Oui, c'est lié à quoi? Il y a un point, il y a un dénominateur commun de toutes ces dépressions? Il y a un mouvement? Il y a un mal-être général dans le pays. Je pense que c'est un secret pour personne. Ensuite, la question qui se pose par rapport à ces chiffres, c'est est-ce que c'est 20% de personnes dépressives en plus ou est-ce que c'est 20% de personnes dépressives prises en charge plus, qui peut Donc changer les choses. Voilà. Ça. Ensuite, bon, il y a le maillage de la Bretagne au niveau de la façon dont la dépression est prise en charge. Donc il y a ça à prendre en charge, qui est différent en fonction des régions. Il peut y avoir des spécificités liées à la Bretagne, mais là on rentre dans des choses très techniques. Par exemple, la Bretagne est aussi une zone dans laquelle il y a énormément de précocité intellectuelle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Tout simplement, la précocité intellectuelle, à la base, c'est lié au fait que le cerveau soit très rapide, d'où la fameuse hyper-intelligence. Ça, il y en a plus en Bretagne. Il y en a énormément en Bretagne. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne aussi une hypersensibilité. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il y a une corrélation entre la précocité et puis les troubles bipolaires. Alors, il y aurait une liaison possible. Il y a aussi culturellement une place de la gestion de la culpabilité au quotidien qui est particulière dans la culture bretonne, sûrement liée à l'histoire au niveau de la chrétienté, etc. Donc tout ça, peut-être, c'est des hypothèses. Voilà, le poids de l'histoire aussi peut jouer. Alors, votre but, et cela s'illustre donc dans votre livre, c'est de donner aux gens les moyens de se créer leurs propres outils pour vaincre les angoisses liées à la peur et à la culpabilité, dont l'auto-hypnose. Parlez-nous un petit peu, je démarre tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Bernard. Comment ça se passe concrètement, l'auto-hypnose? En fait, il faut que les gens, finalement, se sortent des séances avec leur psychologue et puissent s'analyser tout seuls. Oui, il y a énormément de mal-être qu'on peut résoudre sans aller consulter. Et il y a des outils, en fait, tout simples qui permettent de les résoudre. Alors, dans le livre, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais il y a dedans des outils pour permettre de repérer les nœuds à enlever. On peut imaginer en gros que quelqu'un qui est en situation de mal-être, c'est quelqu'un qui, au lieu de pouvoir bouger, voilà, comme tout un chacun, il a des cordes autour de lui qui l'empêchent de bouger. Il est coincé. Là, avec ce type d'approche, on ne va pas se prendre la tête pour trouver d'où viennent les cordes, etc. On va juste apprendre à repérer les nœuds. Simplement les repérer, comprendre le nœud. Ah, d'accord, le nœud, il est là. Et ensuite, on arrive à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Ça paraît magique, mais simplement ce qu'il y a lieu de faire par auto-hypnose pour pouvoir faire que le nœud se défasse tout seul. Donc l'auto-hypnose, c'est ça, c'est permettre de repérer ces nœuds pour le délier tout simplement. Voilà, et ça va se délier tout seul, ça part sans rien faire, c'est du non-agir. Alors vous expliquez très clairement dès le début du livre le fonctionnement du cerveau humain et de la façon dont les informations circulent dans notre tête. En quoi c'était essentiel de bien comprendre la biologie du cerveau humain pour démarrer ce bouquin? Alors là, je ne vais pas me faire que des amis. Les psys, ils ont tendance à fumer la moquette. Donc, moi, partant, parce que je suis aussi formateur, partant de questions très très concrètes de stagiaires sur « mais là, qu'est-ce qu'on fait ?» Plutôt que de partir dans des grandes théories, à un moment, la réponse c'était « on va partir de la base, c'est-à-dire du cerveau. » Qui est-ce qui travaille sur le fonctionnement du cerveau? C'est tout, voilà, les neurologues, c'est tout ce qui est les neurosciences. Donc j'ai pris les neurosciences, là où ça en est actuellement, et je me suis aperçu que quand on prend les neurosciences, on arrive sur une compréhension de l'humain très particulière. On arrive sur une compréhension de l'humain qui change, en tant que psy, la vision qu'on a pour regarder les patients et pour regarder la souffrance humaine. Et on arrive avec deux zones qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau. Simplement deux. Vous allez me dire, c'est largement suffisant vu les dégâts que ça fait, mais simplement deux. Une zone qui est très profonde dans le cerveau avec la peur, et une deuxième zone qui est plus haute dans le cerveau avec les culpabilités. Ça suffit à faire tout le désordre. Donc à partir de là,
Il y a des éléments de neurosciences à comprendre, donc j'ai essayé de bien les vulgariser pour que les gens comprennent comment les repérer, pour que les gens trouvent leur peur et leur culpabilité, pour ensuite pouvoir les enlever par eux-mêmes. Pouvoir s'en débarrasser. Alors justement, vous parlez de on voit, hein, vous êtes très clair dans ce que vous dites, c'est pourtant des propos qui peuvent être un peu compliqués hein, pour ceux qui ne comprennent rien. Alors ce livre, loin d'être un long monologue, prend la forme d'un dialogue entre deux amis qui discuteraient. Ça apporte beaucoup de dynamisme et de légèreté finalement donc à ce propos parfois complexe. Comment s'est née l'idée de cette construction finalement presque ludique pour un sujet si sérieux? Alors d'abord, j'ai écrit ce livre pour qu'on me fiche la paix parce que ça fait des années, c'est raté. Dommage. Ça fait des années qu'on me dit d'écrire un livre. Donc bon, j'ai dit, je le fais, comme ça vous me ficherez la paix, vous verrez, en plus il ne sera même pas édité, donc voilà, je serai tranquille. Pas de bol, il est pas de bol. Et donc, je n'ai aucun talent pour écrire. Par contre, j'ai l'habitude d'expliquer des choses dans le cadre de la formation continue. Donc, je me suis tout simplement imaginé face à un stagiaire. Et à partir de là, j'ai créé un dialogue, parce que ça ne demande pas de grand talent, je ne suis pas un écrivain. Et à partir de là, c'est quelque chose qui, effectivement, est devenu assez accessible pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a différents types de peurs? Parce qu'on a la peur d'un animal, par exemple, ou quelque chose comme ça, puis on a des peurs plus profondes, différentes, en fait, de situations, ou choses comme ça. Elles ne se soignent pas de la même manière, on imagine? Il y a, tout à fait, il y a des peurs nécessaires. Ça, c'est la première chose. Alors, qui ont une intensité plus ou moins grande. Il ne s'agit pas d'oublier que c'est dangereux de traverser la rue. Oui. Ça, voilà. Ces peurs-là, elles sont là, et heureusement qu'elles sont là. Et puis, il y a des peurs qui sont restées. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans le cerveau des mémoires d'événements, des héritages. J'ai lu le livre. Rodé, tu vas te faire un cours tout à l'heure, tu vas m'apprendre à... Et on a des mémoires involontaires, c'est là très profondément, c'est au niveau de l'hippocampe et tout ça, des mémoires d'événements qui, sur le moment, nous ont fait peur. Et là où les choses se compliquent, c'est que pour notre cerveau, il y a lieu d'avoir peur, même si nous, face à la situation, on n'a aucune raison d'avoir peur. Et là, on arrive sur une notion très importante, c'est qu'on n'est pas notre cerveau. On est en désaccord avec notre cerveau, on se voit avoir peur, des peurs qui n'ont rien à faire là, et en même temps, on ne peut pas s'en empêcher. On n'a plus beaucoup le temps, juste un mot pour finir. Est-ce que ça marche? L'auto-hypnose, votre technique, les résultats sont bons? Les résultats sont excellents, sont même surprenants. Alors, on vous invite tous à lire cet ouvrage « Vaincre peur et culpabilité grâce à l'auto-hypnose et aux neurosciences ». C'est donc signé Bernard Sansfelder, c'est aux éditions d'Angle. Merci beaucoup Bernard. Et tout de suite, on passe à l'instant plus.